Véronique Brocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes une journaliste spécialiste du monde judiciaire qui avait longuement travaillé comme chroniqueuse à Libération, à Télérama. Et votre spécialité fut aussi un temps le terrorisme, les différents terrorismes qui ont traversé la société française. Depuis 2 ans bientôt, vous vous êtes intéressé de plus près au terrorisme islamiste et aux individus qui sont en détention en France après avoir été condamnés, parfois lourdement, à des peines de prison pour leur relation avec une entreprise terroriste. Ce ne sont pas forcément, vous allez nous le dire, des sujets qui ont du sang sur les mains, mais en tout cas des personnes qui se sont prêtées à toute tentative de départ au djihad, de tentative d'attentat ou d'apologie du djihad ou du terrorisme sur les réseaux sociaux, par exemple. Votre livre « Les Sortants » est paru le 26 août aux Arènes et rend compte de cette longue enquête que vous avez menée au cœur même des prisons françaises, là où sont détenues toutes les personnes qui se sont rendues coupables de délits. On ne parle pas de crimes, vous allez nous l'expliquer, mais de délits. Surtout qu'il y a le procès le procès d'attentats contre Charlie et le procès Charlie va démarrer le 2 septembre. Et donc, c'est une occasion de faire le lien entre ce qui se passe dans les prisons françaises, la façon dont l'État français, via l'administration pénitentiaire, prépare ses détenus à sortir, puisque 250 d'entre eux sortiront d'ici à 2022. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire exactement la nature de votre enquête, la façon dont vous avez procédé pour approcher tant ces gens-là que ceux qui s'occupent de leur préparation de sortie? Juste pour le nombre de sortants, 250 seront sortis d'ici 2022, mais ils sont déjà en train de sortir. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir 250 détenus qui d'un coup vont sortir. Là, ça s'échelonne au cours des années. Là, il y a à peu près, j'ai refait les comptes avec les chiffres du parquet national antiterroriste, il y en a à peu près une 70-75 qui sont déjà dehors. Alors, pourquoi cette enquête ? En fait, il y a en 2015, 2016, il y a la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris qui s'est mise à juger des femmes et des hommes suspectés d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Donc effectivement, comme vous le rappeliez, ce sont des délits, c'est maximum 10 ans de peine. Et c'était une espèce de vague, de wagons entiers par dizaines et dizaines, quasiment par mois, de prévenus, qui, au profil d'ailleurs très hétéroclite, on y reviendra peut-être, qui étaient poursuivis pour apologie, financement du terrorisme, association de malfaiteurs bien sûr, tentative de départ en Syrie réussie ou non, voilà. Donc, je suis allée voir ces audiences, comme j'avais vu celles des Basques, des Arméniens, enfin du terrorisme moyen-oriental dans toutes ces années 80, pour voir qui étaient ces hommes et ces femmes qui se revendiquaient d'une idéologie mortifère, puisqu'il s'agissait d'aller égorger d'abord des mécréants, jeter des homosexuels du haut des toits, encourager Daesh et ses exactions. Donc je me dis, mais qui sont ces gens-là ? Et ce qui était très intéressant dans ces procès, c'est que la question de la peine était toujours posée. Et les avocats, comme le ministère public, les avocats généraux, ces procureurs disaient, mais ces gens-là vont ressortir, mais dans quel état ? C'est important d'y aller, de se poser la question. Les avocats disaient, il faut qu'ils sortent le plus tôt possible, évidemment, les procureurs, le plus tard possible. Mais en tous les cas, la question de leur sortie était inscrite dans l'histoire même de leur procès. Donc je me suis dit, après avoir couvert ça pendant au moins une bonne année, je me suis dit, ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe en détention, comment ils sont traités, qui s'en occupe, quelles conditions, où est-ce qu'on les détient, est-ce que c'est les quartiers, vous vous souvenez, il y avait une grande polémique, il faut les rassembler, il faut les disperser, voilà, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des moyens, quelle est la politique
carcérale mis au point par l'administration pénitentiaire. Bref, tout ça, plein de choses que je ne connaissais pas et que personne ne connaissait. Et la question centrale, c'est comment les conduit-on à se déradicaliser ou à se désengager de la violence qui les a conduits en détention? Il semble que c'est la question centrale de toute l'action de l'administration pénitentiaire et de ceux qui y concourent. Tout à fait. Alors maintenant, avec le temps, l'expérience faisant, l'administration pénitentiaire et ceux qui s'en occupent, mais après on détaillera l'outil qu'ils ont mis en place, ne parlent plus de déradicaliser, ils parlent de désengagement de la violence. Alors quelle est la nuance? C'est-à-dire que ils ont estimé que demander à quelqu'un de ne plus pratiquer sa religion de façon radicale, d'abord, c'est pas en France, ce n'est ni un crime ni un délit pour toutes les religions. Hein, on en connaît. Il n'y a pas que les islamistes qui ont des voilà. Mais la vraie question, c'est l'engagement, c'est la violence. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez le droit de pratiquer votre religion de façon extrêmement stricte, évidemment dans les contours de la République et des lois de la République, mais vous pouvez la pratiquer très bien, mais ce qui est compliqué, c'est ce moment-là où de cela naît le basculement dans la violence. Donc en fait, maintenant, les équipes travaillent sur ce désengagement-là. Alors, vous avez le droit de prier, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais en revanche, ça non. Donc, il y a effectivement une cheville que d'ailleurs aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'expliquer exactement comment la bascule s'est faite, c'est ces gens-là, mais ils travaillent sur ça, c'est-à-dire vous pouvez, voilà, soyez tranquille chez vous, faites ce que vous voulez, mais sans profaner des menaces, ni passer à l'acte, ni justifier des égorgements, ni justifier des attaques. On parlait de Charlie, la hypercachère, antisémite, ou des gens qui prennent un camion, comme c'est le carnage épouvantable de Nice, les bombes, les mitraillages on connaît l'histoire du 13 novembre, donc c'est quand même, on a été baigné et on est baigné, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres attentats, hein, mais on est baigné dans cette violence islamiste. Donc c'est ça que l'administration pénitentiaire, c'est sur cette question-là que l'administration pénitentiaire travaille. Ouais. Alors avant d'aborder le fond, comment avez-vous approché les gens qui s'occupent d'eux? Qui sont-ils? Et quelles sont les caractéristiques ou ce qui vous aura marqué de cette rencontre? Alors, pour les approcher, il faut rentrer en détention. Pour rentrer en détention, il faut une autorisation. Donc, pendant quelques mois, mon travail a été de contacter, discuter avec l'administration pénitentiaire pour qu'elle me donne l'autorisation de rentrer en détention. Ça a été une démarche longue, un peu, comme je dis, sur la pointe des pieds, parce que d'abord, l'administration pénitentiaire, on la force pas à ouvrir les portes. Donc, il faut établir un lien de confiance. On a passé beaucoup de temps à des réunions, mieux se connaître. Je me suis déplacée dans les centres de détention pour dire bonjour, simplement pour dire bonjour, voilà ma démarche. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont donné une autorisation exceptionnelle, parce que j'ai eu le droit à pouvoir pénétrer dans tous les quartiers, les plus normaux, la détention ordinaire, jusqu'aux quartiers ultra sécurisés, les plus violents, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les quartiers de prise en charge de la radicalisation, les quartiers d'isolement, pour avoir une vision d'ensemble de la prise en charge de la radicalisation, justement. Enfin, prise en charge de ces détenus que l'administration pénitentiaire appelle les TIS, terroristes islamistes, parce que comme la population est très hétérogène, c'est une façon de les désigner, parce que seuls les TIS, aujourd'hui, bénéficient d'un traitement particulier accéléré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Avant cela, vous avez donc pénétré tous ces lieux, mais il y a eu aussi une autorisation exceptionnelle qui a été celle de pénétrer les commissions pluridisciplinaires où sont examinés leurs cas régulièrement. Tout à fait, c'est-à-dire que... Et aussi les rencontrer.
Et les rencontrer, bien sûr. Parce que là, j'ai rencontré en détention 5 détenus qui parlent de leurs conditions de détention et de ce que veut dire la sortie qui, pour eux, était imminente ou qui allait de toute façon arriver, comment ils se préparaient à sortir, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur prise en charge, efficace, pas efficace. Et puis donc, j'ai assisté aussi à ces commissions. Alors, ces commissions, c'est des réunions, hein, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, ça dépend aussi de la densité et de la dangerosité potentielle de ces détenus, où là sont examinés par une équipe représentée par, bon, évidemment, le directeur de l'établissement, les conseillers d'insertion et de probation, ceux qui s'occupent depuis toujours à l'administration pénitentiaire de la question de la récidive, des psys, des éducateurs, parfois l'aumônier mais musulman, les spécialistes du fait religieux, les surveillants, bien sûr, qui sont là, qui ouvrent les portes et qui s'occupent de ces détenus de façon extrêmement, d'abord volontaire et de façon extrêmement impliquée. Et enfin, le renseignement pénitentiaire qui aussi assiste à tout cela et qui, depuis les attentats, est devenu une des pièces maîtresses de la sécurité en prison, et Dieu sait si elle en a besoin, parce qu'il y a quand même eu, on va pas faire d'angélisme, hein, il y a eu quand même des agressions mortelles contre des surveillants par des détenus. La prison est un lieu de violence. Voilà, donc bon, tout le monde essaye de faire en sorte que cette détention par ces TIS, ces terreaux, se passe dans les meilleures conditions de sécurité et les meilleures conditions de prise en charge. Donc ces commissions, elles examinent des dossiers, mais comme une réunion, hein, sans aucun commentaire particulier. C'est-à-dire qu'on ouvre un dossier, Madame X, et on fait l'état, Monsieur Y. Et on fait l'état des lieux de l'avancement. Est-ce qu'il a reçu de la visite? Est-ce qu'il a reçu les psys? Est-ce qu'il a eu un atelier? Est-ce qu'il a participé à des activités? Où il en est aussi de sa violence, oui. de son engagement dans la religion et de ses propos républicains, anti-républicains. Est-ce que, voilà, parce que il y en a qui sont complètement intégrés dans la détention, et il y en a quand même une partie, disons sur les 500, on pourrait dire un quart, qui est ah bah l'État français, les mécréants on va les tuer, je ne reconnais pas la justice de ce pays, etc. Donc il y a quand même aussi, voilà, donc ils font un état des lieux. C'est sans affect, mais c'est extrêmement précis. On peut voir aussi l'évolution de commission en commission. Et donc, j'ai assisté à ça, ce qui est absolument une source d'information exceptionnelle. Et je les publie en l'état, je fais le verbatim. Hein. Moi-même, je ne fais aucun commentaire, sauf quand il y a peut-être un petit incident, parce qu'il est significatif de quelque chose. Et c'est un verbatim, et ça fait à peu près, je pense, entre 70-80 cas de détenus, ce qui permet quand même d'avoir une palette assez large de types d'individus, hommes et femmes, qui sont impliqués dans ce type de suivi. Donc, et alors, ce suivi, il est pris en charge par différents métiers, différents corps de métier. Qu'est-ce qu'on leur applique? Qu'est-ce qu'on exige d'eux? Qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Il y a eu, il y a quelques années, un débat très important sur est-ce qu'il faut isoler ces détenus ou il faut les laisser dans la détention. Alors, ils ont commencé par se dire, on va les isoler, mais ils se sont rendus compte qu'en les isolant, ils se radicalisaient. C'est-à-dire en les regroupant tous ensemble dans un quartier de la détention ordinaire. Voilà, un quartier spécial, un quartier dédié pour eux. Ils se sont rendus compte que leurs propos, ils se durcissaient encore plus, ils se réaffirmaient
adhésion à l'idéologie mortifère. Donc voilà, On a pu dire que c'était une école du djihad d'ailleurs, la prison sous cette forme-là. On peut dire ça aussi, tout à fait. Après, ils se sont dit, bah non, c'est pas possible d'avoir c'est comme si vous aviez une espèce de bombe à retardement comme ça qui grossissait. Donc ils se sont dit, non, non, on va arrêter, c'est pas une bonne idée, on va les éparpiller dans la détention. Puis ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée non plus, parce que, en fait, les détenus, les terreaux, les TIS, qui étaient, disons, les plus aguerris en termes de discours d'islamistes radicales, étaient en train de contaminer, entre guillemets, d'autres, la propagande, leur manière de parler. Donc, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'en se baladant dans les cours de promenade, même des détenus de droit commun, ils être sensibles commençaient à aller vers Alors, ni regroupement, ni dispersion, qu'est-ce qui reste comme alternative? Du coup, ils ont fait les deux solutions. C'est-à-dire qu'ils isolent ceux, vraiment isolent, dans les quartiers d'isolement, ceux qui sont très dangereux, qui ne montrent aucune volonté de discussion, de réflexion sur eux-mêmes, sur leurs peines et sur leurs actes. Voilà. Et puis, il y a les autres qui sont répartis dans les différentes détentions de France. Alors, le parcours, ce qui est nouveau et qui est organisé là depuis 2 ans et demi, c'est le système qu'ils ont mis en place. Et que j'ai vraiment pu assister à toute la chaîne. Dans un calendrier idéal, bon, c'est pas toujours le cas, mais dans un calendrier idéal, un détenu condamné pour terrorisme, voire suspecté, passe au quartier d'évaluation de la radicalisation pendant 4 mois, dans des conditions très difficiles. Il est seul. Et là, on essaye de voir où il en est. On l'évalue. On l'évalue avec plein de moyens. Après, on discutera au nom de l'efficacité. Mais en tous les cas, on l'évalue avec plein de moyens, avec une équipe pluridisciplinaire, dont j'ai parlé, tous ces psys, conseillers d'insertion, etc. À l'issue de ce passage... Mais quels sont ces moyens, alors, d'évaluation? Alors, vous pouvez nous en donner 2 ou 3 concrets, qu'on ait une idée de ce que peuvent être leurs journées ou ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que là, au quartier d'évaluation, c'est un quartier très difficile. Ils ne sortent pas de leur cellule. Quand ils sortent, c'est avec plein de gardiens, dans des conditions extrêmement surveillées. Il ne peut pas y avoir 2 détenus dans ce qu'on appelle les coursives, c'est-à-dire les couloirs. Voilà. Donc, ils sont toujours seuls. Et quand ils sortent, avec tout un protocole de sécurité, avec les surveillants qui ont toujours leur gilet pare-lames, et qui sont menottés, etc. Et quand ils sortent, ils n'ont pas le droit de... ils vont à des entretiens psy, voire des activités qui sont des activités qui sont pensées pour évaluer leur rapport aux autres, leur prégnance, leur côté, est-ce qu'il est le chef, il n'est pas le chef, est-ce que quelqu'un de soumis qui va suivre, d'influençable. Bon. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont des techniques mises en place par les psys, les éducateurs, les professionnels en fait. À l'issue de ça, ils ont une évaluation. L'évaluation, elle dit, elle peut dire 3 choses. Soit, c'est pas possible vraiment de parler avec lui, de réinsérer, de lui faire des progrès ou des efforts, ou en tous les cas de réfléchir à la manière dont il va sortir, et pour se réinsérer silencieusement dans la société française et notre société républicaine, démocratique et républicaine, avec des... Alors là, ils se disent, on va à l'isolement. Ceux-là, ils vont à l'isolement. Il y a à peu près 80 qui sont à l'isolement. Il y en a pour qui le chemin est déjà engagé, qui sont capables de travailler, capables de vivre avec les autres, qui ont... je raconte l'un d'entre eux dont j'ai fait... avec qui j'ai pu parler pendant 2h30, qui raconte très bien le cheminement intérieur qu'il a fait, la prise de conscience, en disant « mais je suis partie en Syrie avec ma famille,
Parfois, je me réveille en sursaut, avec des cauchemars, en disant mais comment j'ai pu faire ça, qui a enlevé le voile intégral de sa femme, qui a accepté que sa petite fille mette des shorts. Dire comme ça, c'est un peu ridicule, mais c'est pour lui très important. Il a accepté de me serrer la main, il a accepté de me regarder dans les yeux. Il est sur ce chemin-là, il prépare sa sortie en travaillant, en étant en détention ordinaire. Donc ça, ces gens-là, ils sont dans ces détentions ordinaires. Et là, vous avez senti que ce chemin-là de progression très, très, très net est dû justement aux programmes qui sont appliqués et aux occasions de réfléchir, de travailler sur eux-mêmes. Oui, alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une troisième voie qui s'appelle les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Là, après l'évaluation, ils mettent des détenus dont ils ne savent pas s'ils vont basculer vers l'isolement ou ils sont capables d'aller dans la détention avec les autres. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent y être 2 fois 6 mois. Et là, il y a une armada particulière parce qu'au Caire, c'est l'évaluation. Donc, il n'y a pas de prise en charge pour qu'ils évoluent. Juste on les évalue, on les observe. On les observe, on les scrute. On interprète tout leur comportement, leurs paroles, leurs actions et leurs omissions. Qui est-il ou qui est-elle et qu'est-ce qu'elle peut potentiellement... Voilà. Mais ils font rien. En détention ordinaire, ils ont des activités. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est l'entre-deux. Donc, ces détenus-là, et là, il y a une machine qui se met en place. C'est-à-dire qu'ils ont énormément d'activités et ce qui est très nouveau et assez intéressant dans la décision de l'administration pénitentiaire, ce sont les surveillants eux-mêmes, alors évidemment ils sont tous volontaires, qui font les activités. C'est-à-dire avec eux. C'est-à-dire que les surveillants s'engagent physiquement avec eux. Quel type d'activité par exemple ? Alors il y a permaculture, il y a huiles essentielles. C'est-à-dire qu'ils sont dans les mêmes ateliers et ils fabriquent avec eux des huiles essentielles pour les uns, ils vont jardiner avec eux pour d'autres. D'autres, avec des pioches, des bêches, enfin des choses comme ça. Des choses qui sont risquées pour les surveillants. Ils font aussi du coaching sportif. Pas comme on imagine, c'est pas le détenu qui est coaché, c'est le détenu qui coach. Oui, ça c'est... Qui coach. Il faut vraiment que le surveillant ou la surveillante, parce qu'on en reparlera de ça, il y a beaucoup de femmes dans cet univers, bien sûr, soit à la fois impliqué, confiant et déterminé à se soumettre à cette... Quand j'ai la surveillante qui s'occupe qui est donc au quartier de prise en charge, et elle qui est volontaire pour le coaching, m'a expliqué, donc elle discute avec le détenu, ils mettent ensemble un programme, et le détenu, lui, voilà, et à la salle de sport, c'est lui qui lui dit raffermissement, les perte abdos. de poids, les abdos. Alors je lui dis, vous êtes quand même pas en uniforme, parce que l'uniforme, il est comme ça, comme ils ont des gilets pare-balles. Et bon. Elle dit, non, je suis en jogging. Et bon, effectivement, là, il y a un moment où vous vous dites, attends, il se passe quoi, là ? Parce que moi, je m'attendais à des activités, mais pas aller jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire un terroriste islamiste avec qui donne des ordres de raffermissement à une jeune et jolie surveillante. Mais en fait, au-delà de ce que ça peut provoquer comme question, mais en fait, ces activités sont mises en place pour des bonnes raisons. Le rapport au corps, le rapport à la femme, le rapport au bien-être, les huiles essentielles, le rapport, voilà, il y a en fait tout ça, la maîtrise de soi, la construction, attendre, le temps, la permaculture, c'est le temps. Enfin bref, toutes ces activités ont une logique qui s'inscrit dans un parcours de terroristes islamistes condamnés pour tel, en tous les cas, pour qu'ils tout d'un coup soient confrontés à une réalité qui n'est pas dans la théorie qu'ils professent. Qui les sortent de leur carcan. Absolument. Et alors ce que vous dites recoupe l'un des titres de chapitre qui s'intitule « Comprendre et humaniser ». Oui. 2 mots qu'on associe rarement avec la prison ou la détention. Oui.
Parce que, en fait, là, c'est les psys qui disent Les ça. psys, hein. Alors, les psys qui sont... Enfin, les surveillants qui se surveillants prêtent au aussi, coaching absolument, ou à absolument. l'activité de permaculture peuvent aussi... Alors, juste un petit rappel. Historiquement, pour que les gens comprennent, parce que c'est une partie assez... dont on parle très très rarement. Donc, l'administration pénitentiaire, elle marche sur deux jambes. Il y a la sécurité, la surveillance, ça tout le monde le sait, et la prise en charge, ça, et donc la prise en charge pour réfléchir à la sortie et donc limiter la récidive, l'empêcher surtout. Donc, d'un côté, alors ce qu'a fait pour l'administration pénitentiaire pour les TIS, les terreaux, ça a renforcé ces deux pôles. Elle a renforcé la sécurité, où elle a rendu maximum, donc plus de fouilles, plus de sécurité, plus de oui, ce que vous décrivez, les conditions sont vraiment très très dures. Très dures. Très dures. Plus dures que d'autres. Et puis de l'autre côté, elle a renforcé toute la prise en charge. Avec justement tout ce personnel qui essaye en fait de sortir le détenu d'un numéro d'écrou et d'une condamnation pour lui redonner comme ils disent, une humanité. Seule pour eux, seule l'humanité qu'on lui rendra permettra de préparer la sortie et de limiter la récidive. Donc, les psys, les éducatrices et éducateurs s'y emploient, les conseillers d'insertion s'y emploient, et les surveillants également s'y emploient. Et cette question de les comprendre, pas justifier, mais les comprendre et leur redonner et humaniser ces gens-là, moi je trouve qu'il y a un surveillant qui le dit très très bien. Et je pense que dans cette phrase, il résume toute la problématique. Polémique, c'est un bon... Oui, la phrase peut être sujette à polémique, mais en tout cas, la problématique... Voilà, et la polémique, c'est un bon lapsus, parce qu'effectivement, la question des sortants de prison pose plein de questions à d'autres. Donc, lui, ce surveillant dit, ils vont tous sortir un jour de prison. Si on les traite comme des animaux, on sait ce qui va se passer. Est-ce que ce qu'on fait est efficace ? Donc cette prise en charge pluridisciplinaire, il répond, c'est quand ils seront dehors qu'on le saura. Et je trouve ça très juste, c'est-à-dire quand vous parlez de comprendre et humaniser, si on les traite comme des animaux, on aura des animaux. Si on leur enlève, il y a je crois un conseiller d'insertion qui dit, si on leur enlève de l'humanité, c'est autant d'humanité qu'ils nous enlèveront. Qu'ils nous enlèveront à nous. Donc, en fait, voilà, c'est leur redonner. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. Cette prise en charge, cette démarche, elle est appliquée pour ces détenus-là. Elle serait dans l'idéal appliquée à tout le monde, à tous les détenus. Mais pour cela, il y avait une urgence. Parce que quand même, le nombre de 150, sans être terrifié, bon, c'est un nombre qui quand même pose des questions, c'est un nombre qui inquiète. Je pense qu'on est tous, cette question, elle est dans la tête de tout le monde. Effectivement, on aimerait ne plus jamais en entendre parler. Et c'est le but, a priori, recherché de ces professionnels. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est que parmi ces professionnels, on rencontre beaucoup de jeunes femmes. Oui. Alors, la prison, on ne s'attend pas forcément à rencontrer des jeunes femmes, souvent directrices de prison, souvent sous-directrices d'établissements très durs d'ailleurs. Les psychologues sont souvent des femmes, les conseillers sont souvent aussi des femmes. Est-ce que vous avez pu évaluer la relation entre ces détenus qui, dans leur radicalité, sont a priori peu portés au respect des femmes et la façon dont celles-ci arrivent soit à leur tenir tête, soit à entamer un dialogue avec eux? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est quand même incroyable, la jeunesse de certaines directrices.
celle qui dirige 3 quartiers d'évaluation de la radicalisation, qui sont le quartier sécurisé dans une prison elle-même déjà ultra sécurisée. C'est-à-dire, c'est la prison dans la prison, avec les filets anti-hélicoptères, avec les portes, un nombre considérable de grilles qu'on oublie tellement il y en a, etc. Des choses complètement étanches. Ils ont même pas, il y a une étanchéité totale avec l'autre, même entre les quartiers, avec la détention. Bon, bref. Donc, elle a 25 ans. C'est quand même très frappant. Je ne dis pas qu'elle est incompétente. Hein. Non, mais je n'entends pas comme ça non plus. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, vu l'âge de ce personnel, hein, quel qu'il soit, vous pouvez en conclure. C'est pas juste complètement, parce qu'il y a des gens qui ont une cinquantaine d'années, mais la moyenne d'âge, on peut se dire que, en fait, la prise en charge de ces détenus et de ce problème de société majeur, elle est faite par des gens qui ont moins de 30 ans. Qui ont à peu près l'âge de ceux en face desquels ils se trouvent. Tout à fait. Et ça, c'est quand même... C'est une caractéristique très surprenante. Très surprenante. Enfin, moi qui m'a beaucoup surpris. Peut-être que aussi, c'est dans les prisons, je sais pas, je sais rien, j'ai fait, moi, cette enquête là, dans ces quartiers-là. Peut-être qu'il y a d'autres exemples. Mais c'est quand même très jeune. C'est ça qui m'a frappée. Et il y a effectivement les femmes, et c'est beaucoup de femmes. Alors, pour la deuxième partie, quelles relations elles ont? En fait, il suffit, ça sera de lire les comptes rendus des commissions pluridisciplinaires de ces réunions, les verbatims, et vous apercevez en fait qu'à part ceux qui refusent totalement, comme ce jeune garçon qui est à l'isolement, qui est emmuré dans lui-même, qui dort par terre alors qu'il a un lit, qui a mis sa serviette sur la télé parce que c'est péché, qui cache même le fait qu'il fait le ramadan aux surveillants, tout le monde le sait, mais il ne parle pas aux surveillants, si ce n'est oui ou non, il répond aux questions, est-ce que vous voulez sortir ou pas, non, ou voilà, qui refuse de voir qui que ce soit, alors évidemment encore moins les femmes. Donc, à part des cas comme ça extrêmement enfermés, ce garçon est vraiment enfermé dans lui-même, elles n'ont en fait quasiment aucun problème avec les détenus dont elles s'occupent. Est-ce qu'on peut considérer que parce qu'en fait, elles sont dans une relation de dialogue et de face à face qui établit une relation tout simplement humaine entre deux individus? Alors, il y a ça, bien sûr. D'abord, c'est leur métier, hein, d'établir un dialogue, ce qu'elles essayent de faire en permanence, les psys, les éducateurs, les éducatrices spécialisées, les conseillers d'insertion, c'est leur travail d'aller chercher un détenu dans sa cellule pour l'amener sur un autre terrain. C'est leur travail. Donc, bon. En revanche, ce qui est impressionnant, c'est aussi que, enfin, là, on ne sait plus très bien. Il y a cette partie-là professionnelle, et il y a aussi la contrainte de la détention. C'est que la frontière entre je la reçois parce que le temps est long. J'ai pour beaucoup de visites. Il n'y a pas tellement de... Tu vois, les journées sont longues en prison, surtout qu'ils sont enfermés tout seuls. Il y en a qui peuvent sortir, mais ils sont pas avec... voilà, ils voient pas grand monde. Ils voient personne. Ils peuvent se dire aussi, si j'y vois l'équipe, ça sera bien pour moi. Je passerai le temps, j'apprendrai des choses. Puis il y en a qui sont vraiment très volontaires, d'autres très réfractaires. Mais il y a quand même une relation qui s'instaure. Parfois, ça met du temps, mais le temps en prison est différent que le temps à dehors. À l'extérieur. Et que quand même, même s'ils n'ont pas été condamnés à des peines au-delà de 10 ans, puisqu'ils n'ont pas personne ne leur reproche d'avoir du sang sur les mains. Parfois, 8 ans de détention, c'est long, le temps pénitentiaire est long. Donc, il y a cet ensemble-là, quoi. Et en revanche, ce qui est très frappant, c'est l'engagement du personnel, de tous les personnels. C'est ça aussi qui m'a frappée. Donc, la jeunesse, les femmes, et l'engagement de tous. Des surveillants, des directeurs d'établissement, de l'équipe pluridisciplinaire. Vraiment, ils sont engagés, ils réfléchissent et ils travaillent. Après, est-ce que c'est efficace?
Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de problème là, à l'intérieur de Bien ça? sûr, ils sont formés, ils sont aussi formés à la géopolitique, ils sont Alors, formés au départ, aux faits certains, religieux. oui, au départ, ils ont eu une formation. Et puis, comme il y a eu de plus en plus de monde, et cette formation, parfois, c'est limité à 3 jours. Hein. Oui, rapide. Donc, mais enfin, bon, c'est pas grand-chose, voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est la manière dont... alors, ce sont des personnels volontaires. Donc, on a un personnel donc engagé, mais qui n'est pas du tout sur la ligne qu'on a l'habitude d'entendre des surveillants de prison qui demandent, qui font la grève, qui à chaque... Et on peut les comprendre. Bien sûr. À chaque agression, qui demande plus de choses et qui disent, par exemple, moi j'ai entendu, voilà, en étant raccompagné, un surveillant me dire, mais vous savez, sont des chiens, on n'y arrivera jamais. C'est pas un surveillant qui s'en occupait. Donc il y a aussi un rapport plus compliqué des surveillants, mais en tous les cas, ceux qui sont volontaires sont très engagés. Alors, il y a une autre question intéressante qui est que nous sommes dans un état de droit, donc avec des procédures rigoureuses à respecter, et il s'avère que pour ces détenus-là, leurs droits ne sont pas respectés comme ils le seraient s'ils étaient des détenus ordinaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette hypersécurité qui encadre leur détention? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a les deux genres. Bon, la prise en charge, je crois qu'on en a pas mal parlé, c'est la sécurité. Donc l'idée étant qu'ils sont suspectés en permanence d'être des assassins en puissance, quoi qu'ils fassent. C'est le principe du parquet, qui est extrêmement dur, qui représente la société, représente la société, qui fait aucune concession, qui veut les peines maximum, qui fait appel systématiquement, qui dit non à tout. Alors il dit non, et puis les juges d'application des peines quand même portent une lourde responsabilité, parce que autoriser un terreau, un TIS, à sortir un week-end, imaginez si cette personne commet un meurtre ou quelque chose, ou un attentat, ou égorge quelqu'un, vous vous rendez compte la gravité de la responsabilité. Donc tout le monde quand même marche sur des œufs en permanence. Et donc pour éviter la casse, on les enferme. Et tout ça répond aussi à une volonté politique, enfin tout ça est parallèle évidemment, et se nourrit les uns avec les autres, à une volonté politique d'une société française assez hostile, et des classes politiques qui veut montrer que le terrorisme ne passera pas, qu'on matera tout le monde, etc. Donc il y a eu une succession de lois de plus en plus enfermantes pour ces détenus particuliers, ce qui fait que maintenant ils n'ont pas de permission de sortir quasiment non plus, qu'ils n'ont plus de réduction de peine, ce qui fait qu'ils exécutent leur peine, pour la plupart, jusqu'à la dernière seconde. Contrairement aux détenus classiques qui bénéficient de réduction de peine, ils peuvent aller commencer à passer un week-end pour se réhabituer à... Cela, non. Il n'y a rien d'aménageable pour eux. Voilà. Ils fassent leur peine jusqu'à la dernière seconde. Ceux qui sortent avant la fin de leur peine, c'est qu'ils ont eu du sursis, mais du sursis qui avait été prononcé à l'occasion de leur peine. Mais ceux, par exemple, qui ont 10 ans ferme, ils feront 10 ans ferme, voilà. Ce qui pose un problème aussi pour l'administration pénitentiaire, parce que tout le monde sait que ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire les sorties qui n'ont pas été accompagnées par les professionnels comme les conseillers d'insertion de probation en amont, petit à petit, pour réhabituer la personne à revivre en société, trouver un appartement, essayer de trouver un travail, etc., s'inscrire dans la vie. Voilà, tout le monde sait que les sorties sèches, c'est valable pour tous les détenus, hein, quelle que soit leur infraction, accélère la récidive. Donc ils essayent, et alors là il y a une bataille interne évidemment, hein, des grosses tensions entre sécurité et prise en charge.
Les uns, et la sécurité voulant les garder le plus longtemps possible, de peur de les remettre dans la société, et les autres disant, mais si on les traite comme ça, bah, justement, on est en train de fabriquer ce qu'on ne veut pas fabriquer. Donc laissez-leur un peu de respiration pour que tous les efforts qu'ils font, pour ceux qui font des efforts, hein, on va pas être d'angélisme là-dedans non plus, mais ceux qui font des efforts, au moins que c'est du sens. Mais si on leur dit faites des efforts, passez votre bac, faites ceci, faites cela, et au dernier moment on leur dit ah ben non, vous sortez pas, vous allez rater votre bac, vous aurez plus de boulot, etc. Ils se disent à quoi ça sert? Puisque j'ai fait tous ces efforts et qu'on me dit que de toute façon, si j'en avais fait ou pas, ça aurait été la même chose. Donc ça provoque de l'inquiétude, parfois de la colère, et c'est cette colère qui est menaçante. Parce que c'est un débat à l'intérieur comme il y a un débat avec l'état de droit. C'est-à-dire qu'en permanence, au nom de la sécurité, on a mis des gens dans des quartiers dédiés qui n'étaient pas entourés par des lois, par des règlements législatifs qui autorisent ça. D'ailleurs, Adlé Nazan, la contrôleure, qui a fait 3 rapports sur les détentions de radicalisés, avait noté ça justement, que en matière de droits fondamentaux, ce qu'on était en train de faire, enfin ce qu'il se passait en détention, avait été très, très problématique parce qu'il ne respectait pas un nombre important de droits fondamentaux. C'est tout le défi de la démocratie face à ces questions, c'est tout le défi éthique de la société, de chacun d'entre nous, face à des gens avec lesquels, de toute façon, il va falloir apprendre à vivre ou à revivre. Donc, merci Véronique pour cette merci à vous. Immersion dans ces prisons où nous n'irons jamais. J'espère. Mais vous nous en avez ouvert toutes les portes, fait rencontrer les acteurs essentiels, et c'est un document exceptionnel. Merci beaucoup.